Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première émission toute spéciale qui s'intitule « L'édition s'invite à la radio ». Dans le fond, c'est une émission du journal étudiant qui va être relancée ce mercredi, cette semaine, soit le 26 février à 11h au Tonic. Donc, vous êtes tous les bienvenus à ce lancement fait par les étudiants journalistes de l'université. Dans le fond, on fait des émissions présentement cette semaine jusqu'au lancement pour un peu introduire notre dossier d'articles étudiants qu'on a fait sur la santé et bien-être à l'intérieur de l'université, puisqu'on trouve que c'est une problématique à l'intérieur de ces magnifiques murs colorés qui touchent la majorité des étudiants. Des statistiques assez troublantes en sont sorties également récemment dans les médias. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Ouellette, je vais être une des deux animatrices de cette émission. Je suis étudiante en ce moment au baccalauréat en communication et j'ai avec moi Alexandra. Oui, donc enchantée tout le monde. Moi, c'est Alexandra Carrière. Je suis étudiante au baccalauréat en sciences sociales, majeure en communication et mineure en psychologie du travail et des organisations. Génial! Donc, on s'est présenté, on va continuer. Donc, vraiment, l'objectif de cette émission, c'est vraiment de parler ensemble, en fait, de vous communiquer à tous les étudiants les problématiques qui sont à l'intérieur de l'université, comment les dépister, comment aller rechercher les ressources. Donc, c'est vraiment dans une optique d'amélioration du confort de tous et du parcours académique, de briser ces tabous qui touchent un peu la santé mentale de tout un chacun. Donc, pour commencer, comme vous le savez, une étude est sortie, puis ça a vraiment été beaucoup médiatisé. C'est 58% des étudiants au baccalauréat au Québec qui seraient atteints de troubles, je vais trouver mon mot, de détresse psychologique d'un niveau à un autre. Donc, les niveaux, c'est soit vraiment des symptômes qui vont être anxiogènes, des symptômes dépressifs, voire même jusqu'à l'épuisement, ce qui fait en sorte que ça joue beaucoup sur notre humeur, mais également sur notre capacité à vouloir et notre capacité donc à performer, parce que même si l'anxiété de performance est dans un but de demander toujours le meilleur de nous, ces troubles-là peuvent nuire et venir nous empêcher à être au maximum de nos compétences. Et Alexandra, je pense que tu as quelques faits avec toi qui peuvent éclaircir la situation. Oui, donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque dans les institutions académiques, c'est qu'il y a un haut taux de diagnostic pour les troubles cliniques, que ce soit l'anxiété, la dépression, les troubles d'obsession compulsif et encore plus. Certains, ils disent que c'est simplement parce que le niveau de diagnostic est plus accessible. D'autres disent que c'est vraiment une augmentation de les troubles cliniques présents chez les étudiants, notamment en raison de l'environnement des institutions académiques ou autres raisons externes qui sont personnelles ou génétiques. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le stress, c'est une émotion qui est ressentie et causée par un stimulus, soit extérieur ou intérieur. Le stress, c'est essentiel à la survie de l'humain. Parce qu'on a besoin, en situation de danger, on a besoin de survie, puis le stress, c'est là qui vient nous aider à s'en sortir de cette situation dangereuse. On peut penser à la théorie du fight or flight de Walter Bradford Cannon, que lui, il dit que qu'est-ce qui se passe en situation de stress? Notre système nerveux sympathique, qui est, dans le fond, le stimulant dans la situation, dans la phase d'alarme en lien avec le syndrome général d'adaptation de Hans. Donc, il dit que lui, pour s'enfuir, notre corps s'immobilise, s'active, en dilatant les pupilles. Il y a une accélération du rythme cardiaque. Il y a l'estomac qui devient... Le système digestif il est au ralenti parce que c'est pas important en ce moment de digérer ni d'avoir faim. L'important, c'est de sauver notre vie. Je donne par exemple, si on est devant un ours, ben la première chose qu'on doit faire, c'est s'enfuir. Pas en courant, c'est toujours pas recommandé. C'est pas recommandé, mais de sortir de la situation dangereuse de façon intelligente, justement, encore là pour sauver notre vie.
Donc, il y a plein d'actions que notre corps fait instantanément, puis c'est essentiel à notre survie. Quand que je parlais du syndrome général d'adaptation, c'est que le stress se produit en 3 phases. On a la première phase qui est la phase d'alarme, là où est le stimulus. Dans le fond, moi, mon stimulus, dans l'exemple de l'ours, ben, c'est l'ours. C'est ça qui a causé mon stress. Donc, ensuite de ça, il y a la phase de résistance, qui est mon combat envers le stress. Comment je vais me sortir de cette situation-là? Puis, à la fin de ce cycle-là, on a la phase d'épuisement. C'est là que c'est le rétablissement à la situation d'équilibre. C'est l'homéostasie du corps. Donc, à ce moment-là, c'est le système nerveux parasympathique qui est le calmant qui est enclenché. Donc, on contracte les pupilles, on ralentit le rythme cardiaque, le souffle est un peu plus redevenu normal, on stimule la digestion, on a peut-être faim ou on a plus faim après une situation qui est stressante. C'est pour ça qu'on fait des fois des binge eating quand que après un examen. Par exemple, on va manger du chocolat ou, tu sais, pour... Ces fameux réconforts de... Oui, c'est ça! J'ai réussi quelque chose, je peux manger. Oui, exactement! Donc, c'est ça, le stress, c'est essentiel à la survie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de faire la capacité... Voyons. La différence oui, entre... c'est ça, c'est de faire la différence entre stress et anxiété. L'anxiété, c'est là où ça peut devenir nocif pour tout le monde, dans le fond, surtout chez les étudiants. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es anxieux, c'est qu'il n'y a pas de phase d'épuisement. Donc, le stress reste à la même hauteur. Dans le fond, c'est un stress constant. Puis, c'est là que c'est dangereux parce que si notre système nerveux sympathique il est toujours stimulé, ben, on a des pertes de faim. Donc, on peut développer des troubles alimentaires, on peut développer des troubles émotifs, de motivation aussi. On développe plein d'autres troubles physiologiques très importants. C'est pour ça qu'on perçoit notamment la perte de poids ou le contraire, le gain de poids quand on est anxieux. Donc, vas-y. Tu me diras si je me trompe. Puis c'est là aussi qu'on remarque aussi beaucoup de comportements qui vont diverger de la personne qu'on se dirait être. À avoir de la tendance à se dévaloriser, à avoir de la misère à se concentrer, les habitudes de sommeil qui vont être grandement affectées. Tout ce qui est, tu parles alimentation, on a un certain débalancement, un dérèglement qui se fait. Donc, on a de la misère à se repérer face à qui qu'on était peut-être avant, quand on gérait mieux ces stimuli-là, comme tu nous en parles, que maintenant. Je pense que ce seraient les signes les plus, selon moi, les plus alarmants de dire « Ah, je suis peut-être rendue à cette phase-là. » Exactement, tu as tout à fait raison. Même que selon le DSM-5, qui est comme un peu le grand dictionnaire de tous les troubles cliniques possibles... le Larousse psychologique. Le Larousse! Oui, c'est une belle comparaison. En fait, si je prends par exemple l'anxiété généralisée, on perçoit des symptômes d'agitation, la fatigue, la concentration qui est diminuée. On voit même des trous de mémoire. Les gens ont des pertes de mémoire. Quand même, concentration puis la mémoire, c'est quand même 2 atouts qui sont... Enfin, c'est pas des atouts, c'est des obligations rendues à des niveaux universitaires où est-ce que comme ça demande beaucoup. 3 heures de cours à devoir se concentrer, c'est beaucoup d'informations qui rentrent. Fait que si on n'est pas tout apte à absorber cette matière-là, il devient problématique. Oui, exactement. L'anxiété, c'est tellement problématique chez les étudiants parce que si on n'est pas capable d'avoir un bon cycle du sommeil, on a des trous de mémoire, on n'est pas capable de se concentrer à l'école, notre performance scolaire, en général, est affectée. Puis ça devient un cercle vicieux parce que moins que tu es capable de performer, plus tu vas te mettre de pression pour performer. Donc, l'anxiété de performance, c'est quand même quelque chose qui... Beaucoup d'étudiants en souffrent sans le savoir ou en le sachant. Va juste perpétuer l'éternel recommencement de se trouver moins bon, se dévaloriser, devoir mettre plus d'efforts, de mettre plus de pression pour
finalement, avoir tellement de symptômes physiques qui en découlent que ça donnera rien au final. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis d'être capable de repérer si on est stressé ou anxieux. Parce que si on est anxieux, là, il faut tout de suite faire appel à des professionnels, là, aller trouver des remèdes qui peuvent nous aider à vaincre nos sources anxiogènes. Comme par exemple, moi, je conseille toujours la thérapie, parler à ses amis. Prendre du temps pour soi, je pense que ça reste la base de dire que oui, on a, ça dépend des étudiants, mais étudiants en temps plein entre 4 cours à peu près, c'est donc beaucoup d'heures de travaux à faire, mais de prendre du temps, même si ça peut nous limiter, peut-être, je peux pas prendre ce chiffre de travail-là, ou va falloir que je dise non à cette activité sociale-là, juste pour prendre du temps aussi pour nous, parce que on a souvent l'impression de se mettre dans la vague, puis s'engouffrer là-dedans, puis de penser que on reste la personne la plus importante pour nous parce qu'il faut que notre santé aille bien pour aider tous les autres aussi. Là. Moi, une amie que j'ai rencontrée au secondaire, elle m'a dit « Ben, Alexandra, toi, il faut que tu te calmes là, dans la vie. Suis les 5 doigts de la main. » C'est vraiment un bon truc qu'elle m'a donné. Elle m'a dit « Repose-toi, bois de l'eau, mange bien, assure que ton niveau de stress est bon. » Parce que le stress, c'est bon. C'est ça. Et autant au niveau compétitif, les gens qui font du sport, ça leur procure quelque chose, une adrénaline. Autant performer, théâtre, toutes les formes d'art. Il y a des stimuli de stress qui sont bénéfiques à réguler un peu notre bien-être. Oui. Mais comme tu dis, c'est la généralisation qui devient problématique. Puis c'est ça, la dernière chose à faire pour contrôler le stress surtout, c'est de faire de l'activité physique. Ça nous permet, notamment, c'est prouvé que ça augmente la production d'hormones, d'oxytocine, qui est l'hormone de la joie. Donc, c'est important parce qu'on peut se défouler quand on fait de l'activité physique. Donc, assurez-vous de contrôler votre horaire, d'avoir un horaire organisé qui est personnalisé à vous. Mettez des activités qui vous rendent heureux aussi, qui vous permettent de décrocher de l'aspect académique. Parce que si on fait du 24 sur 24, on fait juste penser à l'école, on va devenir fou. Vraiment, là. Si on pense toujours... Oui, penser 12 sur 24, on devient fou. Là, c'est ça. C'est ça, déjà. Donc, vraiment important de suivre les 5 doigts de la main. Je pense que ça a été quelque chose qui m'a été... qui l'est encore aujourd'hui. Ça reste de dire que les solutions les plus proches pour nous aider restent ce qu'on a besoin fondamentalement. Fait que c'est dire que, oui, tout ce qui est ressources externes, tout ce qui est problématique plus généralisée peut aller demander ressources plus loin, mais de dire que prendre soin de soi, c'est de prendre soin de ses besoins puis s'écouter. Quand tu as soif, tu le sais. Fait que le conseil de boire de l'eau, c'est juste de prendre le temps de le faire puis d'écouter les signes que ton corps envoie pas en bout de ligne. Oui. Donc, exactement, pour continuer avec les sources de chaque trouble, on va dire les plus populaires en milieu académique, là, peut-être. Populaire ou fréquent? Fréquent, oui! En fait, l'anxiété générale, on va continuer là-dessus. Comment on peut le diagnostiquer? Évidemment, c'est avec un professionnel. Tout trouble clinique, c'est un professionnel qui peut le diagnostiquer. Mais ça doit être un stress qui a été constant de plus de 6 mois. On voit de la difficulté à contrôler ses préoccupations normales, comme par exemple manger, dormir, donc les préoccupations qui nous sont essentielles à la survie aussi. C'est associé à plus d'1 anxiogène parce que c'est généralisé, n'est-ce pas? Donc, ça touche plusieurs aspects de la vie. Faut que la personne soit atteinte d'au moins de 3 à 6 symptômes qui étaient l'agitation, la fatigabilité, la concentration qui est diminuée, les trous de mémoire, l'irritabilité, les tensions musculaires et la perturbation du sommeil. Pour ce qui est de l'anxiété sociale, ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important en milieu scolaire. On perçoit des étudiants qui ont de la difficulté à être physiquement en cours, à être physiquement dans les lieux publics comme la cafétéria, les cafés, le bar, le gymnase.
Tout ça, c'est des lieux qui sont vraiment stressants pour les personnes qui ont l'anxiété sociale. Je pense que il y a beaucoup de termes où est-ce que tu abordes, où est-ce que c'est plus, pas forcément scientifique, mais plus précis. Je me souviens quand on était jeune, peut-être secondaire, tu sais, quelqu'un qui n'aimait pas être à la cafétéria, c'était quelqu'un d'antisocial. C'était automatiquement quelque chose de mal. Pourtant, une condition de... Ben, je veux dire, l'anxiété sociale, c'est quelque chose de mal, mais c'est quelque chose que la personne forcément ne contrôle pas. Et reste que c'est un état qui doit être aidé. Donc, au lieu de juger en mettant des termes un peu plus péjoratifs, de vraiment aller dire comme « Oh, OK, cette personne-là a besoin d'aide. » Tu sais, de repérer que pas forcément ce qu'une personne fait va la catégoriser comme étrange. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est pas parce que si tu as peur d'un événement social, c'est pas parce que tu as de l'anxiété sociale non plus. Mais oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a plusieurs types de personnalités chez les gens. Si je me suis à la théorie de Carl Jung, il y en a 16 types. Puis, certains d'entre eux, ils ont une caractéristique qui ressort beaucoup. On parle beaucoup d'introversion et d'extroversion, n'est-ce pas? Oui. Les personnes qui sont de type introverti vont pas nécessairement se pointer dans des lieux publics, des bars ou des... Mais ne souffrons pas non plus d'anxiété par rapport à ça. Non. C'est de faire de la distinction de... Faut aussi, je pense, apprendre à se connaître pour repérer ces signes-là. Puis dire, OK, moi, il y a 6 mois, 1 an, j'étais tout le temps avec mes amis, j'aimais ça sortir. Puis là, maintenant, aujourd'hui, si je pense à aller rejoindre plus de 2-3 personnes, je me sens mal, tu sais. Je commence à ressentir, genre, de la pression. C'est plus de là de dire, comme, on se connaît, veut pas, en bout de ligne. C'est plus facile que quand on est enfant, sachant que on a notre vécu avec nous, là, on traîne nos souvenirs et nos expériences, fait on se connaît. C'est de dire d'être capable de repérer ces signes-là aussi par rapport à qui qu'on était, puis qui qu'on est aujourd'hui. Puis on peut le faire à moyen long terme. Là, tu dis c'est 6 mois, mais tu peux voir que tu commences à descendre la pente bien avant ce 6 mois-là. C'est pas, c'est possible, c'est certain. De juste faire « Oh, OK, je pense que là, j'ai un problème. Comment je peux y remédier? Comment en parler? Comment aller chercher des ressources avant d'être rendu au point X. » Mais effectivement, tous les troubles cliniques, ça peut être causé soit par une raison pathologique, donc un gène, ou un événement. Ça peut être aussi un traumatisme. La personne peut avoir développé l'anxiété sociale due à un traumatisme du passé. On peut même lier l'anxiété post-traumatique. Mais enfin, bref, pour retourner à les personnalités et tout ça, il y a aussi une nouvelle théorie qui s'appelle le HSP. C'est une théorie anglophone, c'est les Highly Sensitive People. C'est les gens qui sont extrêmement sensibles à leur environnement extérieur. C'est comme s'ils ont une difficulté de concentration dans un milieu qui est social. Parce qu'ils sont tout le temps distraits par les stimuli externes. Comme par exemple les gens qui parlent fort, le mouvement physique de la salle. Mais ce n'est pas nécessairement lié à l'anxiété sociale. Donc, repérer le fait, est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est de l'anxiété sociale? Est-ce que c'est un type de personnalité qui est HSP? Donc, très important, toujours aller voir un professionnel pour ça. Là. C'est se poser les questions, faire les recherches, aller voir les bonnes personnes ressources pour comprendre nos situations. Parce que, oui, même si les statistiques sont troublantes par rapport à ce qui se passe chez les étudiants, il reste qu'il y a, je sais pas vraiment, 32% qui est correct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés ou rien. Là, tout le monde a des hauts et des bas. Exact. Mais qui ne sont pas dits en détresse psychologique. Espoir sur ces gens-là. Non, mais c'est vrai. Puis aussi, en fait, l'anxiété sociale, c'est un peu comme une phobie. On l'appelait avant la phobie sociale. Mais maintenant, c'est vraiment un trouble. C'est reconnu comme un trouble. On a aussi, je pense, quelque chose qui est assez reconnu dans les milieux scolaires, c'est les troubles de panique. Les troubles de panique, c'est important parce que ça peut occasionner, quand tu fais de l'anxiété générale ou sociale ou un autre type d'anxiété. Le trouble panique, en fait, c'est une montée brusque
d'une crainte intense ou d'un malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes avec la survenue de plusieurs symptômes. Donc, on parle ici de palpitations, transpiration, les tremblements musculaires, le souffle coupé comme l'étouffement, la sensation d'être étranglé, les douleurs thoraciques, les nausées abdominales, la sensation du vertige et de l'évanouissement même, les frissons, la chaleur, paresthésie, bon, et encore plus, là, même la peur de mourir, ça c'est vraiment c'est au plus grave, le symptôme, je pense, c'est la peur de mourir, parce que quand tu es en trouble, tu fais une crise de panique, comme on dit, ou une attaque de panique, tu as tellement perte de tes sens que tu as l'impression que tu vas mourir. Il y a même certaines personnes qui disent que c'est comme un blackout. Tu vois plus rien, mais ton corps réagit d'une certaine manière, puis tu n'as pas contrôle de toi, tu n'entends plus rien, tu vois plus rien. Tu as l'impression d'être dans un autre univers. C'est vraiment intéressant de voir ça. Mais ce qui est recommandé de faire en trouble de panique, c'est d'assurer de ne pas être seul. Si vous sentez que vous allez faire une attaque, de le mentionner à une personne qui est près de vous. Parce que qu'est-ce qui est populaire dans les troubles de panique, c'est l'évanouissement. Puis si vous vous évanouissez quand vous êtes debout, il est possible que vous vous blessez lorsque vous allez vous tomber par terre, lorsque vous allez tomber. Donc, assurez d'être près de quelqu'un. Si vous êtes seul, asseyez-vous tout de suite, les jambes en haut, pour assurer que la circulation du sang va vers la tête. Parce que c'est ça qui se passe dans un évanouissement, le sang va vers les pieds. C'est ça, tout en bas, là, puis c'est comme... Ouf! La gravité fait son œuvre. Oui, oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est bien. Donc, si jamais vous avez l'impression de faire une attaque avant une présentation orale, c'est toujours important, n'ayez pas gêne, le mentionner au professeur ou à votre coéquipier, de dire « je me sens pas bien, ça va pas, faut que je me calme », puis de vous rassurer. Certaines personnes, on le voit dans les films là, de chick flick, là, ils donnent... non, mais c'est vrai, il y a des filles qui disent... Mais c'est une belle technique. Ils disent des mots qui les calment. Comme par exemple, je sais plus c'était quoi le film. Elle disait Prada, chien, des mots qui la calmaient, là. Pas de connaissances cinématographiques avec Prada. Enfin, bref, tu pourrais dire, la plage. Imaginez quelque chose. Vous pouvez vous transporter. C'est de sortir du stimuli qui fait en sorte que notre corps se déstabilise. C'est de... Je pense... Surtout en milieu scolaire, je veux dire, on le vit tous à un niveau ou à un autre. On arrive à la semaine d'examen, la semaine 15 de la session. Ça fait 14 semaines qu'on fait des efforts surhumains, d'une quelque sorte. Et il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, tu te mets juste à... Désolée, l'anglicisme, mais en fait, c'est un emprunt en anglais tout court. À focusser sur ce point-là. Puis ça devient tellement prenant que c'est dur de s'en sortir. D'où le fait que ça revient un peu à ce qu'on parlait plus tôt, de prendre le temps pour soi. Oui. De dire, oui, il y a ça. C'est une situation à régler, forcément, de vouloir bien passer ses examens. Mais il n'y a pas juste ça non plus qui doivent affecter toutes les minutes. Non, puis si tu te sens trop anxieux puis tu fais que focaliser sur ça, la performance, tu vas pas bien performer au bout du compte. Parce que tu vas troubler ton cycle du sommeil, tu vas pas bien dormir, tu seras pas focusé. C'est un cercle vicieux. Oui. Donc, assurer de dormir, assurer de manger. C'est important de manger. Oh mon Dieu, je ne peux pas répéter ça combien de fois. Non, c'est essentiel. Même le guide alimentaire le recommande. Oui. Non, ben en fait, c'est que manger, surtout des sources de gras, c'est bon. Là, je parle pas de manger du McDonald's à pu finir, là. Il y a différentes sources de gras. Non, c'est ça, des bons gras, des avocats ou des olives, des choses comme ça. Parce que... C'est de temps en temps de la CAF, là. Ah oui! Sur mon temps. Ah oui, elle est bonne. Mais non, c'est ça, parce que nos neurones, il y a une myéline alentour. Puis ça, c'est une couche de gras qui la protège. Donc, si on veut assurer le transfert de l'information entre neurones, ben, puis que ça s'active bien, puis qu'on retient bien l'information qu'on a apprise durant la journée, ben, il faut manger. Il faut aller chercher nos sources de gras, nos sources de minéraux, nos sources de sucre. On a besoin de ça pour que notre métabolisme fonctionne, en fait.
Tu me diras si je me trompe, mais dans tout ce que tu dis, tu mets des mots, tu mets des réalités, tu mets des situations où est-ce que tout le monde peut être touché ou confronté quotidiennement. Mais tout se base aussi sur l'écoute et un cycle de vie régulier. De dire, oui, c'est beau, c'est 15 semaines, mais 15 semaines à répétition, c'est 15 semaines à répétition, ça devient lourd si on n'établit pas ce rythme normal de vie qui est de bien s'alimenter, bien dormir, bien s'hydrater, faire du sport, penser à nous, de vraiment partir en vrille et de ne plus être capable de se récupérer par soi-même, que si on met de base des plans de vie qui sont sains pour la réussite, qui visent ce qu'on veut pas, de bien performer, bien réussir. Je veux dire, on investit temps, argent, énergie, oublier ses amis, sa famille pendant un certain temps. On investit beaucoup pour notre diplôme à la fin, mais c'est de se souvenir que le diplôme, sans l'être humain derrière, le diplôme est rien. C'est de penser à... Wow! C'était magnifique! Fait que, je sais pas si t'as ton tir là-dessus. Non, totalement d'accord. Un diplôme n'est rien. Si toi, tu vas pas bien, je veux dire, de toute manière, à la fin de tes études, tu veux être en santé puis être capable de vivre les 30 prochaines années aussi, là. Oui. L'université n'est pas la finalité en soi. Non. Ce n'est que le commencement de la vie adulte. Oui, donc je pense que ça faisait le tour pour aujourd'hui. Oui, pour cette première émission, on tient à remercier la Réelle Radio de pouvoir faire nos émissions à l'intérieur. On vous rappelle qu'on est l'édition, qui est dans le fond le nouveau journal étudiant qui sera sorti mercredi midi. On vous invite encore au lancement. C'est à 11h au Tonique. Il va y avoir une conférence Petite Bouchée. Vous allez pouvoir revenir rencontrer les journalistes puis lire leurs articles qui vont être officiellement disponibles pour vous. Et si vous jamais vous avez une bulle en nous écoutant de vouloir vous impliquer, bien, il est toujours temps. Vous pouvez écrire sur la page de la Réelle Radio pour avoir plus d'informations puis être en contact avec les bonnes personnes. Je sais pas si tu as un mot pour la fin. Non, ben en fait, non, y a pas de merci. Mot, pas vraiment. Non, mais en fait, non, j'ai pas de mots. C'est bon. Bon, on va vous souhaiter une bonne fin de journée puis on se retrouve demain.